Oui, ça m'arrive. Salut tout le monde, c'est LiseFaille et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais enfin parler de jeux de gestion. Oui, je sais, c'est un débat qui n'en est pas un, de qu'est-ce qu'un jeu de gestion, qu'est-ce qui n'en est pas. De toute façon, je vous ferai ma définition. Tout d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien parce que avec toutes ces années de jeux de société que j'ai maintenant, je me rends compte que forcément, il y a des jeux qui me plaisent plus que d'autres. Et dans ces autres, j'ai remarqué que les jeux qui me plaisent moins, eh ben c'est ceux qui se ressemblent un peu trop entre les différents jeux. Et cette catégorie-là, pour moi, ce sont beaucoup de jeux de gestion. Ces jeux de plateau avec des ressources à gérer, je fais ci pour avoir une ressource, je fais ci pour en avoir une autre, je fais ci pour avoir une méga ressource en mélangeant les deux précédentes. Les jeux de gestion, pour moi, ce sont tous ces jeux-là. Je peux résumer ça au jeu du diamant d'or, même si pas tout à fait, mais globalement, ce que j'entends par là, c'est tous ces jeux qui demandent de la gestion de ressources. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres types de mécaniques dedans, hein. Il y a des cartes parfois, il y a des ouvriers, il y a du draft, il y a parfois de la conquête. Tout ça pour dire que il y a beaucoup de jeux comme ça où à chaque fois j'ai l'impression de jouer au même jeu. Quand je vais dans les salons, à chaque fois que je vois ce type de jeu, c'est-à-dire des jeux à points de victoire avec des soupes de points de victoire et beaucoup de ressources, s'il n'y a pas un petit élément un petit peu différent, intéressant, je vais avoir du mal à vraiment m'intéresser au jeu parce que j'aurai l'impression de jouer au même jeu. Ça m'a fait cet effet en jouant à Bitoku, à Apiari, à Settlement, un peu aussi à Navoria. Tous ces jeux ne sont pas les mêmes jeux en termes de mécanique pure, mais proposent à chaque fois un même postulat de jeu avec juste des combos, de la gestion de ressources et surtout de s'occuper un peu de soi-même. Ça sera un débat un petit peu plus tard dans la vidéo, mais aujourd'hui j'aimerais vous rassurer pour vous dire que il y a quand même des jeux de gestion que j'aime bien et que j'aime même très bien. Aujourd'hui, on va passer en revue 5 jeux de gestion que j'aime beaucoup, que j'ai envie de mettre en avant et puis surtout pour parler de certains dont je vous ai souvent parlé sur cette chaîne sans jamais vous le présenter. Commençons d'abord par le 5e. Le numéro 5, c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit, mais en mal. Il a fait beaucoup de bruit en mal parce que on est dans ces années où ça débat beaucoup autour de l'intelligence artificielle. Et en particulier autour des illustrations. Ça, je vous en avais parlé un tout petit peu dans Kingdom Legacy. C'est un débat qui est complexe où à la fois je comprends l'intérêt d'en utiliser et d'un autre côté, il faut que ça soit maîtrisé, travaillé. Parce que sinon, on se retrouve avec des jeux pas du tout homogènes. Et c'est le cas par exemple du jeu que je vous présente maintenant puisque c'est Path of Civilization. Path of Civilization, il s'agit, je sais pas si c'est le premier jeu dans ce cas-là, mais en tout cas c'est le premier qui a vraiment eu cette polémique du jeu illustré par IA. Et c'est vrai que c'est pas toujours très homogène, c'est assez générique en termes d'illustration, faut le dire. Et pourtant, je sais que je suis pas le seul à finalement le remonter dans son estime. Path of Civilization est un vrai bon jeu. Il faut savoir que j'ai beaucoup de jeux, j'en fais assez de shorts régulièrement, assez de vidéos courtes pour dire que j'ai trop de jeux. Path of Civilization est un jeu où je vais souvent le regarder dans ma bibliothèque et me dire est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas. Et à chaque fois en fait je me dis ah non, en fait, j'ai envie d'y rejouer. Et régulièrement en plus. C'est le problème quand on a trop de jeux, c'est est-ce que je le garde parce que je me dis peut-être un jour j'y rejouerai ou est-ce que j'ai vraiment envie d'y rejouer. Je pense notamment dernièrement, je me suis séparé de Mysterium, qui était un jeu que j'avais depuis très longtemps, mais je m'en suis séparé parce que au bout d'un moment, fallait que je m'avoue que j'allais pas y rejouer. Path of Civilization, j'y ai rejoué. Rejouer. C'est un jeu que je trouve très agréable à jouer. Alors en mettre en place pas tant, mais on en parlera. Pour ceux qui ne connaissent pas Path of Civilization, c'est donc un jeu plus ou moins de civilisation, même si c'est surtout un jeu de gestion de cartes et de mains, dans lequel on va à chaque tour poser 4 cartes sur notre plateau. Celles qu'on pose à droite activeront les effets de droite de nos cartes, celles qu'on pose à gauche activeront les effets d'à gauche de nos cartes. Avec ces effets, on va gagner des ressources. Ces ressources, on va les dépenser pour acheter une nouvelle carte à chaque tour, et donc ça va améliorer notre main au fur et à mesure pour faire de meilleurs tours avec plus de ressources par tour ou bien des ouvriers par tour. Car lorsqu'on place des cartes à droite, on récupère des ressources. Quand on place des cartes à gauche, on récupère des ouvriers. Alors sur la boîte, ils appellent ça des agents, mais globalement, je me comprends. Ce sont ces petits cubes de bois que vous allez placer dans des petites coupelles, on va dire ça comme ça, de différentes couleurs, bleu, rouge, gris, violet, jaune, bref. Chaque cube que vous rajoutez dans ces endroits-là vous aideront à potentiellement gagner
gagner de plus en plus de points de victoire. Si c'est dans le rouge, c'est pour affronter en militaire, donc pour être de plus en plus puissant. Dans le bleu, c'est pour augmenter notre culte, donc gagner des points de culte, qui sont des points de victoire, mais qui débloquent aussi pas mal de capacités. Du côté jaune, c'est pour des objectifs de fin de tour. Et le gris et le violet, c'est pour acheter des bâtiments ou recruter des leaders. C'est le seul endroit où on va un peu interagir avec les autres, puisque si on veut acheter des cartes, il faut ses ouvriers, et si on est plusieurs à se placer sur une même carte, il y aura un ordre de priorité selon la civilisation qu'on aura choisie. Il y a une sorte de micro-asymétrie entre les joueurs qui font que, il y en a qui pourront plus s'orienter d'un côté ou de l'autre. Et cette mécanique de je pose à gauche, je pose à droite, je pose mes cubes, j'achète des ressources, j'achète des cartes, j'achète des bâtiments, j'achète des leaders, il y a tellement de paramètres qui changent entre les parties qu'il y a toujours un côté grisant à essayer de faire mieux en posant ces différentes cartes. Mais surtout, ce qui est très étonnant avec ce jeu, c'est que le jeu nous dit vous avez 5 cartes, vous en posez 4, et la 5e carte j'en fais quoi? En fait je la jette. Et à chaque tour ça se passera comme ça. On a 5 cartes, on en choisit 4 qu'on pose et on en jette une. Donc au bout d'un moment, on va jeter des cartes fortes. Heureusement, ça garde les points de victoire. Mais quand même, c'est un jeu que j'apprécie toujours rejouer parce qu'il y a une fluidité. Le jeu se joue en simultané, tout le monde pose ses 4 cartes en même temps. Donc on n'est pas en train d'attendre que des gens fassent leur tour pour faire le nôtre. Bon, après parfois il y en a qui sont lents pour sélectionner, mais bon. Path of Civilization, c'est vraiment le jeu qui m'a fait me dire, je pensais que le jeu allait m'ennuyer, mais en fait de partie en partie, je confirme le fait que je veuille le garder dans ma ludothèque. Même si parfois en me lançant dans la partie, je me dis on se lance toujours vers la même stratégie, puisque c'est toujours les mêmes cartes qu'on peut acheter par tour. Mais en même temps, avec le reste, c'est-à-dire les cartes construction et les cartes leader, on ne fera pas du tout la même chose d'une partie à l'autre. Car en effet, il y a une mise en place, une grosse mise en place. Chaque partie, les choses différentes, ce seront ces fameuses cartes de tour qui résumeront ce qui se passe pendant un tour, et surtout à la fin d'un tour, et ces cartes de bâtiment et de leader qui changeront à chaque partie aussi. Et cette mise en place, c'est pénible. On doit prendre 3 cartes d'R3, 4 cartes d'R2, 2 cartes d'R1, mais à tel tour, etc. C'est horrible. Il y a des petits présentoirs où on pose les cartes, on choisit une carte parmi 25 et on en pose une sur ce petit présentoir. C'est lourd à mettre en place. Un mot qui revenait souvent par rapport à ce jeu, notamment avec mon oncle, c'est que ce jeu est surédité. Je pense que ce jeu aurait pu être plus simple à façonner, à mettre en forme en termes de boîte. Là, en l'occurrence, c'est une grosse boîte. Il y a du beau matos dedans, mais ça rend la mise en place vraiment pénible. Donc Path of Civilization, pour le moment, reste chez moi. C'est un jeu qui a eu mauvaise presse, je vous le dis, c'est une erreur pour sa mécanique. Oui, les illustrations, etc. Mais le jeu en lui-même est très agréable à jouer. On comprend tout de suite les enjeux du jeu. Une forme de jeu expert de gestion qui ne mettra pas des gens de côté parce qu'ils n'ont pas compris l'orientation du jeu. Et en ça, bravo à ce jeu. Le jeu suivant, j'en avais parlé dans ma vidéo Top 2024 et c'est toujours étonnant de me dire que ce jeu que je pensais avoir acheté plus ou moins au hasard, qui est pas très beau, qui est pas très attrayant, c'est aujourd'hui un des jeux de gestion que je trouve le plus original et le plus intéressant en termes de confrontation avec les autres. Ce jeu-là, c'est Terracotta Army. C'est le jeu de gestion où vous allez détester les autres joueurs autour de la table tellement ils vont vous emmerder. Ce jeu-là, je l'avais mis dans ma section découverte de l'année en 2024. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu de gestion assez gros, assez différent, qui m'a impressionné par son originalité, pas tant en termes de mécanique que de stratégie pure par rapport au fait de faire des points de victoire. Déjà, Terracotta Army, c'est un jeu de gestion de ressources où il n'y a que 2 ressources, dont une est recto verso, vous allez comprendre. On a les pièces qui nous permettent de choisir un peu mieux nos actions, qui nous permettent d'acheter des statuettes spéciales, qui nous permettent de gagner des capacités supplémentaires. Et de l'autre, on a l'argile qui est soit humide, soit sec, qui nous permettent de construire ces différentes statues sur, pas le plateau central parce qu'il est pas au centre, mais le gros plateau du jeu. Et le but du jeu, finalement, c'est de positionner ces différentes statues en groupe, et plus on a un gros groupe de statues majoritaires dans un groupe avec les autres joueurs, plus on gagnera de points de victoire. Donc on va beaucoup se battre sur les emplacements qu'on veut sur ce plateau-là. Et comment on va le faire ? Déjà, il faudra récupérer des ressources, etc. Mais surtout, on aura un système de pose d'ouvriers avec une roue centrale qui propose différentes actions. À chaque tour, elle va tourner. Nous, on peut la modifier un tout petit peu par action en dépensant 2 pièces. Et après, en posant notre ouvrier, on va pouvoir faire toutes les actions qui sont dans la ligne qu'on a choisie. Et c'est tout.
Et pourtant, c'est pas le jeu expert le plus simple de l'année. Je dis c'est tout parce que c'est vrai qu'en termes de mécanique pure, c'est assez simple de rentrer dans le jeu. Une des difficultés vient de cette ressource, l'argile, qui, si on ne l'utilise pas pendant un tour, elle séchera. Et donc il faudra l'humidifier avant de pouvoir l'utiliser pour construire les statues. Ce qui est très compliqué dans ce jeu, c'est justement que les différentes statues, que ce soit quand vous les construisez ou même après, elles vont scorer d'une manière, elles vont vous donner des compétences au moment de les poser, et donc il va falloir connaître absolument toutes les capacités de ces différentes statues pour bien sélectionner ces différentes actions, pour bien positionner ces différentes armures, et en particulier les statues spéciales qui, si on les pose, vont potentiellement bénéficier à d'autres. Les statues spéciales, c'est vraiment le truc qui rend le jeu encore plus profond. Le cheval va faire en sorte qu'on prend beaucoup plus de territoire et potentiellement relier de groupes. L'arbalétrier permet de départager les égalités. Le musicien va faire gagner des points de victoire si on est autour, et les serviteurs à chaque tour vont faire gagner des points de victoire en colonne et en ligne si on est présent. Donc selon ce qui est placé, on va vouloir se placer à certains endroits, mais en même temps, il y a un groupe là, donc on a envie de se placer à un autre endroit finalement. C'est un jeu de gestion dans lequel il y a beaucoup de tactique, beaucoup de stratégie finalement. C'est pas le jeu le plus sexy du monde, hein, je le reconnais, hein, c'est pas super beau non plus. C'est pas méga long puisque ça se joue qu'en 5 manches, avec à chaque fois très peu d'ouvriers par joueur, donc ça va pas s'éterniser. Bref, c'est un jeu où je m'étonne toujours qu'il m'ait plu parce que ça n'était absolument pas quelque chose pour moi à la base. Et en fait, mécaniquement, le jeu est tellement malin et donne tellement envie de réfléchir à comment placer ses statues que je ne m'ennuie toujours pas sur ce jeu. Aujourd'hui, si vous voulez y jouer, c'est un jeu qui n'est pas cher du tout parce que c'est pas un jeu qui a eu un succès fou. Il a été en solde régulièrement, il est potentiellement dans des promos, mais je trouve que c'est une erreur d'être passé à côté, même si je comprends que visuellement, c'est pas ça quoi. Et je le répète, c'est surtout pas un jeu simple de rentrer dedans. Le jeu suivant, c'est simple, il fait partie de mon top de l'année 2025, un jeu auquel je voulais jouer parce que il m'intriguait énormément, et pourtant je savais que ce serait un jeu compliqué, je savais que ce serait un jeu très dur, mais je sais pas pourquoi. Ce jeu m'attirait, ce jeu me donnait envie d'en découdre. Il est arrivé top 2 de mon année 2025, il s'agit de The Anarchy. J'ai le sourire en parlant de The Anarchy parce que même si je vous en ai parlé dans le top 10, peut-être que vous ne l'avez pas vu, et donc je voulais en parler dans mes jeux de gestion préférés de ma ludothèque, parce que oui, j'ai pas que 5 jeux de gestion dans ma ludothèque, ne serait-ce que derrière moi j'ai les ruines perdues de Narak, donc bon, ça va, vous êtes rassurés, n'est-ce pas? The Anarchy, c'est le nouveau jeu de Bobby Hill qui avait fait le Mur d'Adrien, auquel je n'ai pas joué et que je ne possède pas. Et ce jeu m'intriguait parce que, regardez-moi ces fiches de fou que les joueurs ont devant eux lors de leur partie. Parfois, être attiré par un jeu, ça se résume à pas grand chose. En l'occurrence ici, c'est son côté impressionnant qui m'a attiré et qui m'a donné envie de le découvrir. Et est-ce que ce jeu est vraiment impressionnant? Est-ce que ce jeu est impossible à jouer? Est-ce que ce jeu est complexe? La réponse est quand même un petit peu oui, même si c'est ça qui est agréable avec ces jeux-là. Dès qu'on a fini de lire la règle, on comprend que ces fameuses énormes fiches qu'on a devant soi, on peut les classer par différentes catégories et donc on s'y retrouve mieux. Je vous fais d'abord le petit résumé de ce qu'est ce jeu, et ensuite je vous explique un petit peu justement ces différentes catégories. The Anarchy, c'est donc un jeu à cocher de développement de royaume, d'attaque d'autres royaumes, de défense de son royaume, dans lequel à chaque tour on va récupérer une carte qui nous donne des ressources. Et avec ces ressources plus celles qu'on a déjà dès le départ, on va cocher plein de choses sur ces fiches. Parce que le truc génial de ce genre de jeu, c'est que ce qui se passe en partie, c'est je dépense cette ressource pour cocher ça, qui me donne ça. Donc j'utilise ça pour gagner autre chose, pour cocher quelque chose, pour gagner autre chose, etc. etc. C'est un enchaînement de satisfaction à chaque action, puisque la moindre action nous donne un résultat, nous fait gagner quelque chose, nous donne un bonus. C'est un plaisir à chaque décision, même si c'est pas la bonne. Ça, c'est mon gros point fort avec The Anarchy. Ce qui m'embête parfois avec certains jeux de gestion, c'est tout le travail long, compliqué, pour réussir à faire une action potentiellement forte et peut-être pas si forte. Ce genre de jeu où vous préparez un combo et à la fin, vous avez réussi à faire ce que vous vouliez.
et c'est tout. Et c'est pas assez puissant pour battre l'adversaire qui a fait des trucs moins satisfaisants mais qui était meilleur. J'avais donné l'exemple dans ma vidéo top de Kikai qui m'avait donné cette impression. Au bout d'un moment, j'avais compris le jeu et malgré ça, aucune satisfaction. The Anarchy, impossible de ne pas être satisfait. Vous dépensez un ouvrier, vous pouvez faire ça avec. C'est le truc un petit peu complexe du jeu, c'est que malgré tout, avec un seul truc, vous pouvez faire plein de trucs et donc à chaque action, gros plaisir. Le but du jeu, c'est de faire le plus de points de victoire et finalement, c'est de réussir à cocher le plus de choses possibles dans nos différentes fiches sans se prendre des malus de malheur par la population qu'on appelle de la grogne. Et pour ne pas choper ces points de malus, eh bien il va falloir organiser des banquets, des tournois, la Saint-Valentin, enfin bref, plein de choses qui vont faire en sorte que votre peuple, votre royaume se porte mieux. Mais surtout, il va falloir aussi organiser ses défenses face aux attaques, puisque dans le jeu, on va prendre plein d'attaques par tour qui sont représentées par ces cartes. Ces cartes indiquent les endroits par où ça arrive et la puissance de ces attaques. Et donc, on va pouvoir confectionner notre royaume avec ce petit plateau qui représente notre château. Je trouve ça génial en termes d'édition, puisqu'en fait, vous allez ajouter des murs autour de votre château, des tours, une porte, des douves pour améliorer la défense de votre château. Et à chaque fin de tour, tous vos ouvriers rouges et bleus, qui sont les soldats et les chevaliers, vont être placés autour de ce plateau pour défendre votre royaume. Et si vous défendez pas assez bien, vous prendrez plein de points de malus aussi. Pour le coup, The Anarchy, c'est un jeu qui est plein de paramètres. Il y a beaucoup de choses à faire, vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pourrez pas tout maxer, et pourtant, on va vous le demander parfois de temps en temps. Je m'explique un petit peu plus tard. Mais je vais vous expliquer d'abord comment sont découpées ces différentes fiches pour que vous compreniez que c'est plus lisible que ça en a l'air. Tout d'abord, on a en première partie les murs, les portes, les douves, les tours. Et bien simplement, si vous dépensez ces ressources-là, vous pouvez cocher la case suivante qui améliore le niveau correspondant de portes, de tours, etc. La partie d'en dessous, c'est une partie pour récupérer des ressources et surtout de la production de ressources par tour. Puisque la partie presque tout en bas de la fiche, c'est les productions qu'on a par tour. À droite, on a la roue de la fortune. Oui, elle s'appelle vraiment comme ça, dans laquelle on peut payer des pièces pour gagner des ouvriers directement ou bien gagner des armes de siège qui permettent de mieux se défendre, de récupérer aussi des bâtiments particuliers ou améliorer mieux notre royaume. Et surtout sur cette fiche, ce qui reste, ce sont les armes de défense qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure de la partie qui nous permettront de nous défendre contre les attaques. Et tout en bas, les lignes de points de victoire qui sont ces lignes-là qu'on doit essayer de monter au maximum. Ça, c'est pour la première fiche. Donc il y a quand même une certaine logique dans tout ça. La deuxième partie, il y a plus d'infos, mais c'est beaucoup plus logique encore, puisqu'on a 4 catégories: la gouvernance, la guerre, le culte, le divertissement. Et en face de ça, on a les bâtiments reliés à ces différentes catégories. Pour la gouvernance, on peut faire des banques, des donjons. Pour la guerre, on peut récupérer des armes de défense ou bien rendre nos soldats plus malléables. Dans le culte, on va pouvoir former des chevaliers, on va pouvoir faire des mariages. Et dans le divertissement, on va organiser la fête, quoi. On va faire des tournois, on va offrir de la bière à tout le monde, on va faire la fête. Bref, c'est assez bien structuré en fait pour qu'on s'y retrouve dans toutes ces fiches. La complexité finalement de ce jeu, c'est qu'il y en a partout. Je le disais tout à l'heure, mais avoir un meeple, ça veut dire potentiellement beaucoup d'actions possibles. Et dans ce jeu, les différentes ressources, il y a 5 types de meeple et 3 ressources supplémentaires, ce qui vous fait faire parfois pas mal de casse-tête de « Attends, je dépense celui-ci, et du coup, je vais avoir celui-là, mais attends, si je fais 7 fois comme ça, en fait, ça rapporte plus de trucs, donc en fait, je vais pas faire comme ça, je vais faire dans l'autre. » Ce qui fait que c'est un jeu où vous allez beaucoup jouer dans votre coin. Et c'est en ça que je vous présente ce jeu, c'est que c'est un jeu où vous ne vous préoccupez jamais des autres joueurs. À part pour un petit draft au début du tour, mais franchement pas trop. Et malgré cet aspect-là, parce que moi j'aime beaucoup l'interaction, c'est tellement satisfaisant que ça me dérange pas. Au contraire, en voyant ce que les autres font, on se dit « Ah mais en fait, j'aurais pu faire ça qui est mieux. » Et puis en fait, moi j'ai bien fait de faire ça parce que lui, il lui manque ça. C'est un jeu vraiment très complet dans les différentes choses possibles. C'est le genre de jeu aussi où vous pouvez être l'optimisateur parfait, sauf que si vous jouez avec d'autres, franchement, on va vous attendre beaucoup. Parce qu'on peut toujours faire mieux dans ce jeu. On peut toujours utiliser une ressource d'une meilleure manière que de la placer là. Et surtout, ce jeu a un mode solo. Alors, plus précisément, c'est, je pense, plutôt un jeu solo
qui a un mode multi. Pourquoi? Eh bien parce que le jeu prévoit un mode campagne en solo. Un mode campagne qui demande d'atteindre un certain nombre de points de victoire en faisant un certain objectif. Par exemple, faites toutes les fêtes de la Saint-Valentin et atteignez 80 points de victoire. Et quand on a déjà joué au jeu, on sait que c'est pas facile du tout. Et cette campagne elle est disponible qu'en solo. Ça amène plein de variabilités possibles entre les parties, des cartes différentes de châteaux que vous allez pouvoir attaquer. Bref, ce jeu-là a un mode solo qui est ultra agréable, en fait comme le jeu de base finalement, comme le jeu multi, même si on joue dans son coin, parce que finalement, si on commençait à réfléchir avec les autres à ça, on s'embrouillerait pas mal. Il y a beaucoup trop de choses à penser dans ce jeu, et pourtant, j'ai le sourire à chaque fois que j'en parle, parce que c'est satisfaisant, je le répète. Chaque action vous fait gagner un truc. Et même si ce truc est moins bien, vous êtes content de l'avoir fait. Donc The Anarchy, si vous l'avez loupé, il va bientôt être réimprimé chez Pixie Game, c'est toujours chez Pixie Game, hein, et c'est un plaisir pour moi de savoir qu'il va être réimprimé parce que il va pouvoir être joué par pas mal de gens. Si vous jouez à des jeux de gestion, experts, de ressources, etc., c'est un pur bonheur. Comme l'était Legacy of You d'ailleurs. Allez, 4e jeu, et cette fois-ci, on parle d'un jeu avec un système un petit peu étrange. On est dans du jeu de gestion, mais qui change tellement drastiquement par rapport aux autres jeux de gestion que là, pour le coup, il coche pas vraiment les cases dont je vous ai parlé au début. Gestion de ressources, pas vraiment. Point de victoire, pas du tout. Qu'est-ce que c'est un jeu comme ça qui a pas de ressources, pas de points de victoire, mais où on a quand même cette sensation de jeu de gestion? Ce jeu-là, c'est Discordia. C'est un jeu de Bernd Eisenstein, et je sais pas ce qu'il avait en tête, ce gars-là, mais incroyable de sortir un jeu aussi bizarre que celui-ci. Tellement bizarre que je vous ai dit, il n'y a pas de point de victoire dans ce jeu. Il y a un joueur à l'association qui est juste tellement fort au jeu de gestion qu'il nous fait toujours le double de points de victoire de nous. Enfin, il est trop fort, quoi. Je l'ai mis sur ce jeu et il a été bon dernier. On n'a jamais vu ça. Discordia, c'est un jeu de virage d'employés. En fait, l'idée du jeu, c'est qu'on a un certain nombre de meeples au début de la partie, et ces meeples, on va devoir s'en débarrasser de tour en tour, et celui qui a le moins de meeples à la fin de la partie gagne. Donc c'est une forme de point de victoire inversé, mais surtout si un joueur au début d'un tour n'a pas de meeple, il gagne immédiatement la partie. C'est un jeu étrange. Très étrange. Et pourtant, en termes de mécanique de jeu, il n'est pas ultra original non plus, même s'il y a quand même cet aspect-là qui est un peu étrange. Parce que comment on va se débarrasser de nos meeples? Eh bien, on va placer des bâtiments sur notre plateau joueur. Ces bâtiments, il y a des dessins de meeples dessus autour de bulles, et donc régulièrement, on va pouvoir poser des meeples sur ces bâtiments, et à la fin du tour, si toutes les bulles de ce bâtiment sont remplies, les meeples à l'intérieur disparaissent. À l'inverse, s'il reste des bulles vides, on pioche des meeples. Donc en fait, régulièrement, on va en jeter, en récupérer, en jeter, en récupérer, et ça va être une roue infernale. Heureusement, on peut réduire le fait d'en récupérer, déjà en remplissant ces bulles, et en cachant les différentes icônes qui sont sur le plateau, qui nous font piocher des meeples. Et pour ça, il va falloir construire des bâtiments, déblayer le terrain pour préparer la construction de bâtiments, monter son curseur d'aqueduc, qui nous réduit le nombre de bonhommes qu'on pioche à chaque tour, monter sur des pistes technologie ou capacité, et se défendre contre des attaques barbares. Et tout ça avec un système de je balance 3D, j'en choisis un qui n'est que pour moi, et les autres joueurs vont pouvoir sélectionner des actions en face de ces fameux dés. Et ces actions, ça va être soit je récupère un bâtiment dans la colonne correspondante au dé, soit je fais une des actions qui est en face du dé. Et ces actions, elles changent de place à chaque partie, ce qui fait que parfois, quand on tombe sur certains chiffres qui ont certains bonus, parce que selon le dé qu'on choisit, on a potentiellement un bonus, eh bien ça va changer un petit peu les stratégies. C'est un jeu qui est très casse-tête. C'est étonnamment peut-être le jeu où j'ai le moins de sourire en parlant, mais il est tellement particulier et j'adore y rejouer qu'il n'a toujours pas quitté ma ludothèque, et je sais pas encore quand il va la quitter parce que à chaque fois je suis bluffé de ce que propose ce jeu en termes de réflexion. On a tellement peu d'actions par tour que dès qu'on fait un choix et que ça enchaîne bien en faisant des combos dans tous les sens, c'est des coups d'éclat parfois qui sont incroyables. Parce que je vous ai dit, selon le dé que vous choisissez, ça vous fait potentiellement une action spéciale. Mais encore mieux que ça, selon le dé que vous choisissez, donc la valeur, mais aussi la couleur du dé, vous allez pouvoir gravir
gratuitement mettre des meeples sur vos bâtiments. Là par exemple ce bâtiment rouge, il donne un chiffre avec une couleur. Eh bien si on choisit ce dé-là, on va pouvoir ajouter un meeple gratuitement dessus sans faire une action particulière. Donc selon les choix de nos bâtiments, etc., si on choisit tel ou tel dé, il y aura potentiellement des combos, des coups d'éclat. Donc est-ce que c'est le jeu le plus enthousiasmant que je vous présente? Non, mais à chaque fois, je suis bluffé par ce que je découvre dans ce jeu. Après, j'ai failli m'en séparer. J'ai failli parce que le jeu, malgré tout, il y a une sorte de méta qui se met en place où on a l'impression de finalement toujours refaire la même stratégie entre les parties. Et ce qui a cassé ça, c'est l'extension de Discordia. Cette extension, alors, a priori, elle a été distribuée par Silex, mais j'aimerais bien savoir où elle est. Là, c'est une boîte qui m'a été prêtée par quelqu'un de l'association, justement. Il faudrait que je lui rende d'ailleurs. Et cette extension, elle rajoute, bon, non seulement un mode solo, même si pour un jeu comme ça m'intéresse moins, mais aussi elle rajoute des plateaux asymétriques entre les joueurs, et ça, j'aime beaucoup, et un module qui s'appelle Magna, où on va rajouter un effet malus aux barbares qui nous attaquent à chaque manche, qui nous rajoutent des bonhommes, qui nous font chier, bref. Et pour enlever ces malus, il va falloir participer à un bâtiment qui est commun à tous les joueurs. Donc en fait, si je participe à ce bâtiment, je fais plaisir à tout le monde, mais d'un autre côté, je me débarrasse de mes meeples. Donc on va souvent réfléchir à est-ce que je veux vraiment aider les autres, mais en même temps je m'aide moi, et puis bah ils ont qu'à le faire eux-mêmes, moi ça me dérange pas tant. Je trouve que cette dimension ajoutée avec cette extension change toute la dynamique du jeu. On finit par vraiment craquer parfois à se dire putain tu veux vraiment pas y aller, bon bah à cause de toi, allez c'est bon j'y vais, tu m'as saoulé. Vous avez compris que j'aimais bien quand on râle dans les jeux. Je ne peux plus jouer à Discordia sans cette extension. Vraiment. Un peu comme Ancient Knowledge, ça fait partie de ces jeux où sans l'extension, c'est quand même assez dommage. On a l'impression que le jeu a été tronqué en réalité. Même si là, on a vraiment cette sensation que ces choses-là ajoutent quelque chose au jeu et que donc c'était pas forcément dans le jeu de base. Mais ouais, Discordia, clairement, cette extension, je ne jouerai plus sans. Du coup, je vais peut-être l'acheter à celui que j'ai emprunté. Parce que Discordia, c'est le feu. On arrive au dernier jeu. Et ça doit être un des jeux dont je vous ai le plus parlé sur cette chaîne, mais jamais en dédiant une vidéo où j'en parle. C'est un jeu où je vais avoir du mal à le mettre comme ça devant moi, même si je vais le faire quand même au tout début, mais je la poserai très très vite après. Il s'agit de mon jeu de gestion préféré, de mon jeu de pose d'ouvrier préféré, un jeu qui m'a fait découvrir le jeu expert quelque part. Ce jeu-là, oh putain, je mets 10 ans à monter, voilà. Ce jeu-là, c'est Anachronie. Je tiens quelques minutes comme ça, mais je vais pas le faire longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette énorme boîte? Regardez-moi ça, l'épaisseur de la boîte. Et ben c'est la version complète d'Anachronie. Hein. La boîte de base, je dirais qu'elle fait plutôt l'épaisseur que vous voyez ici. Et ça, c'est la boîte qui contient le jeu de base plus toutes ces extensions, plus toutes les figurines, et ça en fait un bébé de 10 kilos, donc aussi lourd que Gloomhaven. Mais comme beaucoup de jeux de ce genre-là, on joue pas avec toutes les extensions en un coup. Hein. C'est juste que par contre, avec cette boîte, ce qui est cool, c'est que le jeu est bien rangé. Bon allez, on va poser ça et je vais vous expliquer un peu. Anachronie, c'est le jeu qui m'a fait entrer dans le jeu expert. Dans le sens où, quand je commence les jeux de société, je le découvre avec Citadel, je découvre avec Kamisado, Tokaido, des jeux très beaux, des jeux pour commencer le jeu de société finalement, enfin, en tout cas, des jeux pas non plus extrêmement compliqués. Au moment d'en acheter d'autres, je peux acheter Captain Sonar, je peux acheter Horror Arkham V2, que j'ai finalement acheté, et puis, bah voilà, je tourne avec ces jeux-là parce que à cette époque-là, je prends pas tant de jeux que ça. Sauf que, bah, le jeu de société, ça me plaît de plus en plus, donc je vais après, bah, au festival de jeux, notamment à Octogone, qui était pas très loin à Lyon, et je fais la découverte d'un énorme jeu sur une table, et ce jeu c'était Anachronie. Le vendeur me présente le truc, il me dit c'est du gros jeu, il y a du voyage dans le temps, voilà, des trucs comme ça, moi ça me parle quoi, en plus visuellement c'est trop stylé Anachronie. J'achète la boîte, je rentre, je lis le livret de règles, et je découvre un jeu fabuleux, en faisant 4 ou 5 parties avec des erreurs de règles. 4 ou 5, peut-être même plus en vrai. Mais c'était mon arrivée dans le jeu expert. Mon premier jeu expert, c'est Anachronie. C'est un jeu de pose d'ouvrier, donc un postulat relativement simple, c'est-à-dire
je me mets là, du coup quelqu'un d'autre ne peut pas y aller. Sauf que dans ce jeu, il y a deux composantes de pose d'ouvrier. Et il y a la pose d'ouvrier dans notre plateau, on prend nos ouvriers qui sont ces petits jetons en carton et on les place sur des bâtiments qui ont la même forme qu'eux. Sauf que si on veut faire une action sur le plateau central, il faut prendre un ouvrier, le mettre avec un exosquelette. Dans le jeu de base, c'est des tuiles hexagonales et avec les figurines, c'est on met le jeton dans la figurine et on emmène la figurine sur le plateau central. Donc ça demande d'avoir des exosquelettes pour faire les actions centrales. Donc c'est de la pose d'ouvrier où on a doublement besoin d'ouvriers de deux manières différentes. Ça rend le jeu parfois casse-tête à savoir quelle action on a vraiment envie de faire. Parce que les exosquelettes, on en a 6 maximum par tour, alors que les ouvriers, on peut en avoir beaucoup plus. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie d'en avoir 6 à chaque tour. Vous avez plutôt envie d'en avoir moins souvent. Car c'est ce genre de jeu de ressources qui n'est pas forcément un jeu où vous manquez de ressources, mais où vous avez des quantités limitées de ressources. Donc on n'est pas ultra frustré non plus. Et une des ressources les plus importantes du jeu, c'est l'eau. L'eau, elle va vous servir à motiver vos ouvriers. Car dès que vous avez utilisé vos ouvriers, ils deviennent fatigués et il va falloir les réveiller. Pour les réveiller, il faut de l'eau. Donc l'eau, il va falloir en avoir beaucoup. Bref, je vais d'abord vous faire un aperçu global d'Anachronie. Là, je vous ai présenté 2-3 mécaniques, mais globalement, c'est quoi Anachronie? C'est un jeu de pose ouvrier dans lequel on joue une faction asymétrique avec les autres joueurs. Et dans cet univers, les peuples savent qu'une météorite va tomber sur la Terre et que donc elle ne sera plus habitable. Et comment on le sait? Eh bien parce que une ressource est apparue sur notre planète, c'est le neutronium, à savoir une ressource qui permet de voyager dans le temps. Et donc cette météorite, quand elle est tombée, elle a fait apparaître du neutronium qui a fait des voyages dans le temps, qui a fait le bordel, etc. Nous, grâce à ces ressources, on va pouvoir voyager dans le temps. Et notamment, on va pouvoir aller chercher des ressources dans le futur pour nous préparer à cette future tombée de météorite. Sauf que, évidemment, si on ne rend pas la ressource à l'avenir, on prendra des gros malus, des gros paradoxes temporels. Donc quand on m'a fait ce pitch, moi, j'ai eu très envie d'y jouer. Forcément, on parle de voyage dans le temps, de trucs comme ça, waouh, c'est incroyable. Je vais tout de suite casser le mythe. Non, le jeu n'est pas un jeu de gestion de voyage dans le temps. Non, non, non. C'est juste au début d'une phase de jeu, on va pouvoir choisir des ressources qu'on peut aller chercher dans le futur. On pose ensuite ces jetons de demande sur cette frise, et si ça reste sur cette frise à la fin de la partie, on prend des sacrés malus. Et donc régulièrement, il va falloir rembourser ces différentes ressources. Rembourser des ressources nous fera gagner des points de victoire, donc ça peut être quand même intéressant d'aller dans le futur, même si on n'a pas forcément besoin de ressources, enfin plutôt dans le passé pour les rendre, enfin bref. Tout ça pour dire que non, le voyage dans le temps n'est pas omniprésent, mais aller chercher des ressources pour gagner du temps pendant les différents tours, c'est déjà vraiment très bien. Et donc à côté de ça, on a ce gros plateau avec différents endroits où on peut poser nos exosquelettes avec nos ouvriers, puisqu'en fait c'est la planète et elle n'est pas respirable, et on va pouvoir récupérer de l'eau, échanger des ressources, faire des recherches pour fabriquer des super projets. Donc c'est des gros bâtiments qui ont des pouvoirs extrêmement puissants mais qui sont pas faciles à fabriquer. Pour vous dire, en gros, un bâtiment, ça prend une case, là ça en prend 2 sur votre plateau joueur, et donc c'est en général très puissant. Il y a un endroit pour recruter des ouvriers, un endroit pour fabriquer des bâtiments justement, et un endroit pour récupérer des ressources. Une mine. Et donc voilà, c'est extrêmement classique au final. Ce qui le rend brillant, c'est cet aspect pose d'ouvrier très limité, très limitante surtout. Vous voyez sur pas mal d'endroits des cases qui sont vides, mais surtout des cases avec des gouttes d'eau. Et bien les gouttes d'eau, ça veut dire que si vous voulez vous placer ici, vous allez payer de l'eau pour pouvoir y aller. Donc vous voulez ne pas payer de ressources pour fabriquer. Sauf que il vous manque une ressource, donc il faut aller à la mine d'abord, puis après fabriquer. Sauf que entre-temps, il y a quelqu'un qui s'est placé sur la fabrication. Donc c'est chiant. Donc il va falloir réfléchir en permanence à est-ce que je me place ici ou là-bas, parce qu'en même temps, les autres vont complètement me piquer la place. Et il y a tellement une variété de points possibles dans ce jeu qu'on change de stratégie à chaque partie. Même si on a des bribes de trucs où à chaque fois on a envie de faire les mêmes choses, les bâtiments à chaque partie ne sont pas les mêmes, les super projets qui sont sur la frise ne sont pas les mêmes non plus, et les ressources, elles sont relativement aléatoires au niveau de la mine. Donc oui, c'est un jeu de pose d'ouvriers où on récupère des ressources et on en fait des choses. Rajoutez à ça que vous avez la gestion du moral de vos ouvriers. Je vous avais dit que l'eau, ça sert
pour les réveiller. Eh bien, si vous les réveillez de manière brutale, eh ben, ils vont pas être contents. Si vous les réveillez correctement, ils vont être contents, leur morale va monter. Les bâtiments vous font des points de victoire. Le voyage dans le temps, si vous ramenez des choses, vous fait des points de victoire aussi. C'est un jeu qui est foisonnant de plusieurs possibilités pour accomplir vos points de victoire. Et encore plus, lorsque la météorite est tombée, là le jeu passe dans une autre dimension. Pas à cause de la météorite, hein, juste en termes de gameplay, ça... Enfin bref. En fait, le jeu, après l'explosion de la météorite, n'est pas fini. Il reste quelques tours aux joueurs afin de quitter la planète. Et là, le jeu va s'accélérer en rajoutant des tuiles sur les différents emplacements d'action du plateau central. Et ces tuiles, elles vont à chaque fois avoir un énorme bonus. Et surtout, le coût de la case est gratuit. Et à cet endroit-là aussi se rajoute une action tout en haut du plateau, qui est notre action d'évacuation. Ça veut pas dire qu'on arrête le jeu, ça veut pas dire qu'on arrête la partie. C'est une action qu'on peut faire qu'une seule fois dans la partie et qui nous rapporte beaucoup de points de victoire en fonction d'un objectif de notre faction. Bref, c'est ultra complet comme jeu. Clairement, en termes de jeu expert, je n'ai pas choisi le plus simple en tant que premier jeu, mais j'ai pris un plaisir fou à découvrir ce jeu, à le faire découvrir à d'autres, à faire jouer ce jeu à des gens qui n'étaient pas joueurs, et bravo à eux d'avoir réussi à me supporter pendant ce jeu et d'y avoir joué, et d'être arrivé deuxième quand même. Et la magie du jeu, vous avez vu qu'il y avait une énorme boîte, parce que ça fait partie de ces jeux Kickstarter. C'est un jeu qui a énormément d'extensions. Et c'est pas des extensions en mode je rajoute une faction, je rajoute un boss dans certains jeux, voilà. Ce sont des extensions de gameplay. Et j'ai pas tout fait, et pourtant il y a beaucoup de choses qui donnent envie. J'ai pu en faire que 2. Et pourtant, j'ai beaucoup de parties à mon actif d'Anachronie, mais du jeu de base surtout. La première extension, elle permet de repousser ou d'accélérer l'arrivée de la météorite sur le plateau. Et pour ça, on a 2 factions qui sont pour, 2 factions qui sont contre, et ça risque d'être assez le bordel. Donc potentiellement, on peut faire une partie sans explosion de météorite sur le plateau. C'est plus chiant, mais on peut. L'autre extension auquel j'ai joué, c'est une extension dans laquelle on peut entraîner nos robots pour faire des aventures et récupérer des ressources, et donc il faut augmenter la puissance de notre robot avec des ressources, etc. pour gagner de plus en plus de points. Et des extensions, il y en a encore plein. Il y en a qui permettent d'avoir des exosquelettes supplémentaires en allant les payer directement ailleurs. L'extension qui me hype le plus, qui était l'extension vendue avec cette grosse boîte, c'est une extension qui s'appelle Fractures of Time, et l'idée de cette extension, c'est que vous allez pouvoir utiliser une nouvelle ressource, qui est une sorte de gélule, je dis ça comme ça, c'est n'importe quoi, qui vous permet de téléporter vos exosquelettes déjà placés sur le plateau principal d'un emplacement jusqu'à un autre. Donc en gros, vous n'avez pas besoin d'un exosquelette en plus ni d'un ouvrier en plus, et pourtant vous pouvez faire une autre action avec ce même exosquelette placé. Problème de ça, vous allez vous rajouter des malus. Il y a des endroits de votre plateau qui ne fonctionneront plus. Et donc il va falloir gérer ça tout en profitant un peu de ses pouvoirs pour devenir de plus en plus puissant. Et là, je vous ai donné très peu des extensions possibles. Il y en a encore plein d'autres, et sincèrement, comme ça fait longtemps que je les ai pas lus, je peux pas vous en dire. Mais ça montre qu'une seule chose, c'est que ce jeu a beaucoup de choses à offrir, et que selon les extensions, il y a des orientations de gameplay qui changent drastiquement. Avec cette extension Fractures of Time, il y a une faction supplémentaire qui est spécialisée là-dedans, mais spécialisée ne veut pas dire que vous êtes forcément obligé de le faire ou vous êtes le plus fort à le faire. Vous avez peut-être un petit bonus avec, mais voilà, faut pas exagérer non plus. Je vais quand même reprendre la boîte pour la fin, hein, ça serait dommage qu'elle soit pas là. C'est un jeu qui m'accompagne depuis quasiment le début de ma vie jeu de société. Pas forcément sur cette chaîne, mais ma vie jeu de société en général. C'est un jeu qui est complet, c'est un jeu de gestion dans lequel on peut quand même emmerder un peu les autres parce qu'il y a cette pose d'ouvrier ultra limitante. Pour moi, c'est ça qui est important dans un jeu de gestion. C'est qu'on a l'impression de vivre quelque chose avec les joueurs. Si je suis tellement dans mon coin que je m'en fous des autres, ça m'intéresse pas trop. The Anarchy était celui où on est vraiment le plus dans son coin. Et clairement, là, on peut pas gérer les autres parce que c'est trop compliqué. Mais à la fin de The Anarchy, on n'arrête pas de regarder ce que font les autres. Parce que on veut voir comment eux, ils s'en sortent avec tout ce qu'ils ont à gérer. Anachronie, lui, fait partie de ces jeux de gestion où on est beaucoup embêté par les autres. On est beaucoup embêté par tout ce qui se passe. C'est un jeu dont je me séparerai pas. En tout cas, c'est pas prévu, parce que j'ai encore trop d'heures de jeu avec lesquelles j'ai envie de passer mon temps sur ce jeu. Juste pour que vous rigoliez un peu, ça, c'est le livret du jeu de base, ça, c'est le livret pour ranger la boîte,
Ça, c'est le livret allemand. Ça, c'est le livret anglais. Ça, c'est le livret de la première extension en français. Ça, c'est l'artbook du jeu et l'histoire. Ça, c'est un des livrets d'extension avec le deuxième mode solo, parce que oui, il y a 2 modes solo. Ça, c'est en anglais, ça, c'est en allemand. Ça, c'est un autre livret d'extension qui a 1, 2, 3 extensions dedans. Ça, c'est encore un livret d'extension. Bref, tout ça pour rigoler, parce que moi, j'adore voir autant de livrets de partout. Il y a aussi le livret de la grosse boîte, parce que, eh bien, il y a 2-3 trucs qui ont changé, la règle potentiellement, il y a eu des ajustements, etc. Je trouve le jeu fabuleux par sa quantité, mais surtout par son ingéniosité de gameplay. Il y a plein de choses que j'ai jamais vues dans aucun autre jeu. Et en ça, ce jeu, c'est un de mes préférés de tous les temps. Et c'est le seul jeu où les figurines servent vraiment à quelque chose. Ça améliore grandement à la fois la lisibilité, mais aussi la praticité et l'ergonomie du jeu. Oh, et j'ai pas parlé encore une fois de ces iconographies d'Anachronie, qui est pour moi le jeu avec les meilleures iconographies du monde, puisque c'est tout bête. S'il y a une ressource indiquée, ça veut dire prenez cette ressource. S'il y a une ressource avec un trou dessous, ça veut dire dépensez cette ressource. C'est pour ça qu'il n'y a que les livrets qui sont traduits, puisque il n'y a rien à traduire dans ce jeu. Beaucoup d'éditeurs le font et je trouve que c'est toujours louable. Je referme cette boîte, je la rouvrirai quand je referai une partie, mais je suis trop content d'avoir enfin pu vous présenter ce gros bébé. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un top jeu comme ça, parce que je priorisais d'autres projets, voilà, je faisais pas mal d'autres choses. Mais le fait de ne plus en faire, en fait, je remarquais que je ne parlais pas de certains jeux dont j'avais vraiment envie de parler. J'aimerais vous reparler de jeux solo, vous reparler de jeux à 2, parce que des jeux à 2, on en a eu des folie ces dernières années. Et puis il y a des vidéos qui arrivent avec la vidéo militaire, enfin la vidéo historique dont je vous parle depuis pas mal de temps. J'espère que ça vous a plu, mais si c'est le cas, abonnez-vous, c'est très très important. Mettez un like, mettez en commentaire votre jeu de gestion préféré et surtout pourquoi, parce que moi je vous ai donné à chaque fois les raisons, j'aimerais bien savoir les vôtres. En attendant, moi je m'en vais monter cette vidéo parce qu'elle sort jeudi, c'est-à-dire que là j'ai pas beaucoup de temps pour la faire, mais je vais la faire quand même. Je vous dis à la semaine prochaine, et puis d'ici là, moi je vous dis, salut! Ah oui, et j'ai tourné avec une nouvelle caméra, donc si je suis pas tout à fait net, je m'en excuse.